Me revoilà. Oui, je le vois. En enfer, une rumeur circule. Il se trame quelque chose là-haut. Sur Terre? Un peu plus haut. L'archange Gabriel a disparu. Je crois qu'il s'est rendu sur Terre. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la watchlist de Spoilers. Ici Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine. Salut Guillaume, bonjour à tous. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries. Commencez à connaître un petit peu la chanson et consacré aujourd'hui à Good Omens. Good Omens, donc série britannique diffusée depuis mai 2019 sur Prime Video et adaptée du roman De Bons Présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman paru en 90. On retrouve d'ailleurs pour cette adaptation pour le petit écran et au scénario Neil Gaiman lui-même et à la réalisation Douglas McKinnon. Alors Justine, dis-moi tout, qu'as-tu pensé de Good Omens dans son ensemble? Là, on va parler des 2 saisons qui sont aujourd'hui terminées dans cette watchlist. Dans son ensemble, et après je reviendrai peut-être différemment sur la saison 1 et la saison 2 parce que j'ai un avis qui évolue un petit peu, mais dans son ensemble, je trouve que c'est vraiment une bonne série et qui a, selon moi, l'excellent avantage de se bonifier avec le temps, comme un bon vin. En tout cas, la première saison est directement tirée de l'œuvre, donc tu disais, l'œuvre conjointe de Neil Gaiman et du regretté Terry Pratchett. Et c'est une saison qui transpose, je trouve, de façon à la fois fidèle et assez astucieuse, tout ce qui a fait le charme, selon moi, du roman. On est dans un récit qui allie tout ce qui est ironie noire et teinté de mythologie chère à Gaiman. Donc ça allie ça à une fantaisie plutôt extravagante et plus lumineuse de Terry Pratchett. Donc c'est vraiment un duo qui fonctionne très bien. Ça forme comme ça une aventure qui met en perspective des problématiques absurdes et des enjeux de fin du monde. Donc c'est voilà, ça fonctionne vraiment pas mal. Déjà concernant le roman, clairement je suis le bon public. D'abord parce que c'est de la fantaisie, en plus de la fantaisie avec une importante part humoristique, ce que j'adore. Ensuite parce que en plus c'est une grande partie de Pratchett. Donc bref, rien que pour l'œuvre littéraire, j'étais déjà conquise, si tu veux. Donc je partais plutôt pas mal. Et en plus, l'adaptation, je trouve, a été extrêmement brillante, notamment dans le choix des interprètes principaux. C'est un point sur lequel je suis souvent assez sensible. Ici, on retrouve Michael Sheen, qu'on avait notamment vu dans Masters of Sex, et pour ce qui est un peu plus fantasy, science-fiction, il était dans Underworld, il était dans Passengers, mais oui, on l'a vu dans plein de choses, Michael Sheen, et ça c'est génial. Donc ici, il interprète l'ange Aziraphale, et face à lui, on trouve David Tennant, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, un des ex-Doctor Who, peut-être un des plus marquants aussi. Bon, ça, je laisserai les spécialistes de Doctor Who déterminer, mais voilà, un acteur aussi très charismatique et facilement reconnaissable qui interprète ici le démon Crowley, qui est une figure d'ailleurs elle-même assez traditionnelle des réécritures de fantasy dans une perspective biblique, parce que c'est un personnage qu'on retrouvait déjà par exemple dans la série Supernatural, où il était interprété aussi de façon alors très différente mais tout aussi fabuleuse par Mark Sheppard. Ici les 2 acteurs sont probablement les meilleurs choix possibles au vu du roman. Je trouve qu'ils apportent vraiment une présence impressionnante aux deux personnages principaux, et de façon peut-être encore plus importante, ces 2 acteurs qui se connaissent très bien et qui ont une réelle alchimie ensemble à l'écran. C'est vraiment perceptible. Ça se voit aussi bien sûr dans tout ce qui est activité de promotion autour de la série, etc. Mais ce qui fait que on prend du plaisir à les voir aussi jouer ensemble. Voilà, il y a vraiment un côté très une alchimie vraiment qui se fait vraiment bien dès la première saison. Donc pour moi, toute la force vraiment de la série, au-delà de l'écriture de Gaiman et Pratchett, toute la force repose vraiment sur ce duo, ce qui explique que, toujours de mon point de vue pas du tout objectif, la saison 1 était un petit peu moins fun que la deuxième saison, puisque la première saison articule
la relation assez complexe en fait entre Aziraphale et Crowley d'une part, et d'autre part la question de la naissance et de l'éducation de l'Antéchrist dans un but de lutte contre la fin du monde, ou de provoquer la fin du monde selon quel point de vue vous vous situez. Donc le tout fonctionne très bien, hein, c'est pas un souci, mais dans la série, j'avais trouvé dans la première saison que les séquences mettant en scène ce duo ange-démon, ces séquences-là étaient bien au-dessus en fait de tout le reste, que ce soit le parcours de Adam, hein, l'Antéchrist, ou tous les enjeux autour des sorcières, des chasseurs de sorcières, etc. Donc voilà, il y avait cet élément-là, et pour la saison 2, j'avais clairement espéré que les créateurs perçoivent ce décalage et qu'ils exploitent au maximum la dynamique en fait entre Shin et Tennant. Et j'ai été très chanceuse parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc voilà, mes prières aux dieux des séries télé de fantasy ont été exaucées. La saison 2, elle met vraiment au cœur de son intrigue cette relation entre Aziraphale et Crowley. Les deux acteurs sont parfaits, et en plus on ajoute à ce duo un personnage qui va jouer un rôle d'élément perturbateur, qui est l'archange Gabriel, interprété par John Hamm, qui est toujours aussi efficace. Ça c'est pareil, il y a un casting qui est vraiment très bien pensé, je trouve, dans la série. Donc voilà, pour moi c'est juste parfait. J'ai vraiment regardé, apprécié en fait cette deuxième saison comme un vrai bonbon. Voilà, il y a un vrai plaisir très régressif. Alors une saison avec sa part comme un bonbon, avec sa part d'acidité par moment. On reparlera peut-être un petit peu de la fin, notamment de la saison. Mais en tout cas, il y a une vraie construction du récit, comme on pouvait l'avoir dans la première saison, mais dans une perspective nettement recentrée et presque exclusivement en fait recentrée sur Crowley et Aziraphale, donc individuellement et conjointement. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. La saison 2 s'achève d'ailleurs sur un sentiment de résolution, de soulagement à plein d'égards, et en même temps sur une énorme frustration, voire une petite déception au niveau de l'évolution des personnages. Une frustration qui, je trouve, s'étire sur tout ce générique final du dernier épisode. Voilà, si vous l'avez vu, on a les images de Aziraphale et de Crowley qui s'estompent peu à peu. Ce qui nous laisse un petit peu sur ce sentiment de clairement d'avoir envie de découvrir la saison 3 pour voir un petit peu ce qu'ils deviennent. Voilà, très globalement et le plus sommairement possible, parce que je pourrais en parler des heures. Mais voilà mon avis pas du tout nuancé et pas du tout objectif, mais très enthousiaste sur Good Omens. Alors ma question, Guillaume, ça va être: est-ce que tu es sur la même longueur d'onde, ou est-ce que clairement on arrête définitivement toute collaboration ensemble, hein? Je pense que c'est la seule solution. Bah écoute, j'espère qu'à l'image d'Aziraphale et de Crowley, on va réussir à continuer à collaborer malgré nos points de vue divergents, parce que oui, j'ai un petit peu un point de vue divergent du tien. Alors avant toute chose, un petit disclaimer quand même. De manière générale, je recommande bien évidemment le visionnage de Good Omens dans son ensemble. Ce que je vais dire après ne ternit pas le fait que ça reste une série dans ces dernières années qui a son univers, son originalité, son charme, et qui vaut d'être vue, la saison 1 comme la saison 2, parce que de toute façon effectivement elles forment un tout, et on espère tous et toutes qu'il y aura une saison 3 pour clôturer l'intrigue générale, puisque a priori si je me souviens bien, Gaiman a annoncé que c'était 3 saisons, et que s'il n'y avait pas une 3e saison, il y aurait peut-être un livre. Enfin en tout cas il clôturait de toute façon cette histoire. Tout à fait. À vrai dire, j'avais quand même beaucoup aimé, moi, de mon côté, la saison 1. Effectivement, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, les deux interprètes sont absolument parfaits, et c'est clairement eux qui emmènent la série. De toute façon, quand tu mets deux acteurs comme ça sur 2 rôles en tête d'affiche, il faut que ça fonctionne, il faut que ils portent la série, même s'il y a quand même énormément de rôles secondaires qui sont intéressants et sympas. J'avais aussi particulièrement apprécié dans cette saison 1 l'utilisation
en fait de la mystique chrétienne avec les anges, les démons, l'antéchrist, le diable. C'est toujours un truc que je trouve assez fascinant de revenir un petit peu comme ça aux croyances que l'on a tous et toutes plus ou moins dans les religions monothéistes, on va dire, et qui là est utilisé comme un canevas et apporte en plus effectivement cette touche d'humour pince sans rire et second degré typique qui est un peu voilà ce qu'on imagine de l'humour anglais, en tout cas très typique de aussi Pratchett, comment lui détourne les grands codes comme tu l'as dit de la fantaisie, des religions, de la politique, enfin bref, lisez le Disque Monde, vous en aurez à peu près pour tous les sujets, je pense. Tout à fait. Et pour quelques mois ou quelques années de lecture aussi, ouais. En plus, c'est ça. Et il y avait, selon moi en tout cas, en saison 1, une vraie intrigue, un vrai point de départ assez original. Hein, tu l'as expliqué, cet enfant, cet antéchrist qui se retrouve être dans une mauvaise famille et dont tout l'enjeu va être de savoir s'il va basculer ou non du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Et je trouvais que ça fonctionnait bien parce que ça donnait en fait de la substance au fait d'avoir des flashbacks sur les deux personnages, parce que c'est aussi une des grandes forces de la série. Les deux personnages, les deux héros se connaissent depuis des temps immémoriaux, depuis la création hein, en fait, littéralement, et on va donc les suivre à différentes périodes historiques et voir comment évolue leur relation. Et j'avais été vraiment satisfait de la trame narrative de cette saison 1 et de sa conclusion, avec en plus cette petite pirouette qui était vraiment assez amusante et voilà, qui clôturait cette espèce de truc qu'on attendait comme quelque chose de totalement épique avec finalement quelque chose de très malin et intellectuel, on va dire presque. Et j'attendais la saison 2 avec impatience, et je me posais quand même la question de comment on pouvait donner une suite à cette saison 1 quelque part, enfin surtout qu'en effet la nouvelle n'avait pas de suite à ce moment-là, donc il y avait quand même cette grosse interrogation de se dire ok, comment on va donner suite à cette histoire. Et je dois dire que j'ai été déçu de cette saison 2. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis beaucoup de temps et donc beaucoup d'épisodes à comprendre ce qu'ils cherchaient à faire avec cette saison. La saison, elle commence avec une mise en place de l'intrigue qui pourrait un petit peu faire penser à la saison 1, en tout cas avec un enjeu aussi important qu'en saison 1, puisqu'effectivement, on a l'archange Gabriel, interprété, donc tu l'as dit, par Jon Hamm, qui se présente à nos deux héros totalement amnésiques, mais en portant en lui un message qui semble être assez dramatique. On rejoue un peu cette histoire de fin du monde ou d'un cataclysme à venir, et donc nos deux héros vont se lancer dans une enquête pour éclaircir ce mystère, en particulier Aziraphale. Mais au final, en fait, il faut que vous le sachiez, hein, vous qui nous écoutez, cette saison 2, elle parle pas du tout de ça. Enfin, mais non, pas vraiment en fait. Toute cette trame narrative est vraiment un prétexte pour encore plus développer, effectivement, tu l'as dit encore une fois, la relation entre les deux personnages principaux. On va à nouveau avoir de nombreux flashbacks historiques, dans chaque épisode en fait, qui d'ailleurs j'ai eu le sentiment cette saison prenaient encore plus de place et sont visuellement, en termes de photos, de réalisation, de décors, super qualitatifs. Franchement, à chaque fois, pour le coup, c'est une recréation d'une époque qui est vraiment très très chouette. C'est un des gros points forts pour moi de cette saison. Des flashbacks qui clairement seront là pour montrer en effet comment la relation entre Aziraphale et Crowley a toujours été cette relation un peu chien-chat, tissée de beaucoup de tendresse et de compromis avec leur nature d'ange et de démon, avec des moments émouvants aussi, jusqu'à une conclusion à la fin de la saison tout en émotion et qui, encore une fois, fonctionne bien. Là-dessus, j'ai rien à reprocher à la série. Mais c'est vraiment sur cette trame narrative de manière générale, l'histoire qu'on nous raconte, que je trouve qui ne présente pas assez peu d'intérêt dans les mystères qu'elle laisse planer et qui d'ailleurs ne se réveille qu'à la toute fin de la saison pour nous teaser une éventuelle saison 3 avec l'arrivée d'un personnage important. En fait, un peu pour conclure mon ressenti, j'ai l'impression avec le recul que cette saison 2, c'est la saison 1, attention vous me suivez, d'une nouvelle série ou d'une autre série. Tant en fait la structure narrative me semble être assez différente quelque part philosophiquement de la saison 1 de Good Omens, puisqu'elle centre l'intérêt principal de la série autour de la relation entre les deux personnages et elle le fait très bien, et du coup à cette évolution là où la saison 1 centrait pour moi son intérêt sur la résolution du mystère, et à côté il y avait effectivement l'évolution des deux personnages, mais voilà, c'est pas un mal en soi, mais ça m'a pas permis d'apprécier très rapidement cette saison 2 et j'ai vraiment dû attendre plusieurs épisodes avant de comprendre comment regarder cette saison. Donc allez-y, regardez-la, n'hésitez pas, mais par contre mettez-vous bien en tête qu'il y a quand même un changement de ton entre la saison 1 et la saison 2 et qui est très bien, mais il faut le savoir quoi. C'est vrai qu'après ça dépend ce qu'on cherche aussi, puisque voilà, t'as raison, hein, la trame là c'est clairement un prétexte.
Alors c'est intéressant de voir que l'écriture de la saison 2 forcément dépend aussi de l'absence désormais de Pratchett. Alors est-ce que c'est Oui. Pratchett qui permettait de lier aussi l'histoire, ou est-ce que l'écriture de Gaiman a évolué aussi, ou est-ce qu'ils ont entendu tous les fans qui comme moi disaient mais ça nous sert à rien de mettre une histoire, mettez juste Aziraphale et Crowley et leur histoire d'amour, parce que c'est ça qu'on veut. Voilà, on veut de la tendresse et des histoires d'amour compliquées. Non, mais clairement, on sent qu'ils ont fait un petit brainstorming et qu'ils se sont dit, c'est quoi la grosse force de cette adaptation de Good Omens? C'est nos deux interprètes. En plus, ils se connaissent bien. On peut même imaginer effectivement que peut-être les acteurs ont eux-mêmes suggéré des choses dans leurs personnages. Voilà, enfin. Et en effet, c'était le bon choix à faire parce que peut-être que tout avait été dit dans la surenchère quelque part des entités convoquées en saison 1 et qu'il fallait mieux partir sur autre chose, même si, encore une fois, la saison 3 prépare le terrain à quelque chose de relativement important, mais dont on pourra peut-être imaginer un petit twist qui, au final, fera que, encore une fois, on ne parlera pas vraiment de ça, mais de la continuité émotionnelle de la fin de la saison 2, à voir. Mais oui, en tout cas, effectivement, il capitalise sur la grosse force de la série, qui est ses interprètes, quoi. Tu regarderas bien la saison 3 quand même? Oui. Non, mais bien Bon. sûr, je me suis attaché au personnage et j'ai envie de voir, en effet, j'aime les histoires qui se finissent bien quand même. Rien que pour ça, j'ai envie de voir la série. Mais voilà, un avis un petit peu divergent dans le fond, je lui retire aucune de ses qualités et ça m'empêche pas quand même de conseiller la série, mais voilà, soyez prévenus. En attendant, si vous avez aimé Good Omens et que vous cherchez d'autres séries à vous mettre sous la dent, qu'est-ce qu'on peut recommander, Justine? Vu que vous avez compris, moi je mets la série assez haut dans mon classement des séries de l'année ou de ces dernières années. J'ai pas tant de séries que ça à mettre au même niveau, surtout dans le même style. Mais si vous aimez justement les histoires d'anges et de démons dans un style de fantasy urbaine, alors quoique moins humoristique que Good Omens. Alors on a la série Lucifer par exemple, où on retrouve certains des personnages évoqués dans Good Omens parce que c'est des figures bibliques. Mais Lucifer, c'est une série qui fonctionne beaucoup sur le charisme de l'acteur principal et sur la musique du générique qui est vachement cool. Mais voilà, où on est plus sur des enquêtes policières, donc c'est un style vraiment à part. Mais je vais plutôt recommander dans ce style la série Supernatural, donc que j'évoquais tout à l'heure, avec ses 15 saisons. Rien que ça. Voilà. Bon appétit. C'est ça. Donc une fois que vous avez fini de lire le Disque Monde, quand vous avez encore un peu d'énergie, allez regarder les 15 saisons de Supernatural, où on croise donc justement un autre Crowley, un plus secondaire mais clairement tout aussi attachant, et où le récit articule aussi un développement des personnages très humains avec cette relation des frères, les deux personnages principaux. Ça articule ça à des enjeux de vie, de mort, de damnation éternelle, avec un système de surenchère à chaque saison aussi qui est pas mal. Série qui marche un peu moins bien sur le fonctionnement de binge. Voilà, c'est plus une série à regarder en espaçant un petit peu. Voilà, c'est le petit conseil visionnage de Tata Justine. Mais voilà, ça c'est pour Supernatural. Et si c'est pas tant les anges et les démons qui vous branchent, mais que, comme moi, vous avez surtout été séduit par le merveilleux duo formé par Michael Sheen et David Tennant, et j'ai envie de dire, comment ne pas être séduit par ce duo, foncez sur la série Staged. Staged, c'est diffusé entre 2020 et 2022 sur BBC One, ça a été repris par Hulu aux États-Unis et, si je dis pas de bêtises, par Canal+ pour la France. C'est une série de confinement à la base, ça a commencé en 2020 pendant le confinement et ça parle du confinement, ça met en scène le confinement. Et c'est une série où Sheen et Tennant jouent leur propre rôle en fait dans une succession de scènes et d'appels en visio, alors qu'ils sont censés, c'est des acteurs qui sont censés préparer ensemble une pièce de théâtre intitulée 6 personnages en quête d'auteur, 6 personaggi in cerca di autore de Luigi Pirandello. Alors ça fait très série chiante, dit comme ça, mais c'est extrêmement fun. C'est très drôle, c'est très réflexif. Il y a une pluie de guests, il y a 3 saisons. Il y a une pluie de guests avec Neil Gaiman, par exemple, Judi Dench, Samuel L. Jackson, Simon Pegg, Nick Frost, Kate Blanchett, Michael Palin, enfin voilà. Je pourrais continuer comme ça un bon moment. N'en jette plus, la coupe est pleine. Tout à fait. Et petit bonus, la série est entièrement disponible sur YouTube. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux actuellement. Est-ce que toi, t'as d'autres recommandations ?
Ouais, j'en ai quelques-unes. Je préciserai juste quelque chose, c'est que du coup, voilà, si vous voulez regarder Supernatural, c'est dispo sur Prime Video. Oui, tout à fait. Donc effectivement, de mon côté, si on aime l'univers de Neil Gaiman et de Terry Pratchett, qui commence d'ailleurs à avoir plusieurs adaptations de leurs écrits en série, je vous recommande la plus récente d'entre elles, Sandman, sorti en 2022, que j'ai plutôt apprécié. Donc c'est sur Netflix qu'on la trouve et dont on sait qu'elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Alors c'est plus sombre, plus fantasmagorique aussi que Good Omens, puisque là on parle du maître des rêves, qui est donc ce fameux marchand de sable. Mais il y a vraiment d'excellents épisodes. On est presque sur une série où juste quasi anthologique, dans le sens où on a vraiment des épisodes unitaires qui vont raconter soit le détail d'un personnage, soit le personnage de Sandman en particulier, mais à une époque, puisque c'est aussi là un personnage qui vogue à travers les époques, et une galerie de personnages, puisque on retrouve notamment le personnage de la mort, qui est absolument génialement interprété dans un twist qui est assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisque c'est une mort qui célèbre la vie quelque part dans la série, et donc qui est une série qui, je pense, a plutôt fonctionné sur Netflix et qui risque d'être là encore quelques années, donc je vous la recommande. Et puis l'autre série, cette fois-ci totalement méconnue, qui n'aura malheureusement a priori jamais de suite et qui n'est même pas diffusée en France, mais pour qui j'ai une tendresse particulière, c'est la série The Watch, qui est donc une adaptation, alors attention, pas l'adaptation avec un grand L, mais une adaptation de l'arc du Guet, donc cette police urbaine de la plus grande ville de la saga du Disque Monde, l'œuvre phare de Pratchett. C'est de l'urban fantasy assez original, ça a été tourné en Afrique du Sud, et je trouve qu'on retrouve un peu cette espèce d'originalité dans les décors, dans la lumière, de ce qu'ils ont pu retrouver et recréer sur place, et c'est emmené par Richard Dormer, qui interprétait le génial Beric Dondarrion dans Game of Thrones. Donc voilà, il faut y aller rien que pour voir cet acteur absolument charismatique. C'est vraiment une série que je recommande chaudement, parce que je l'ai plutôt appréciée, et parce que c'est un arc Pratchett, j'ai quasiment lu de lui que le Guet, parce que je trouve vraiment que c'est génial, quoi. Voilà. Lisez le Guet et regardez The Watch si vous le trouvez, ou si vous pouvez vous le faire rapatrier par votre fameux oncle des USA. Enfin non, d'Angleterre plutôt. Alors je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est une interprétation. Je sais que certains fans de Pratchett ont été plutôt déçus vis-à-vis de The Watch. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment déjanté et ça s'approprie le texte. Alors je suis pas sûre que Pratchett lui-même aurait apprécié pour X raisons, mais il y a quand même de belles propositions qui sont faites dedans. Et effectivement, ça fait partie de ces séries. Je regrette qu'il n'y ait pas de suite, parce que clairement il y avait l'univers, il y avait des interprètes, des interprètes assez cool en plus. Donc voilà, effectivement, essayez de regarder cette série si vous le pouvez. Et encore une fois, le Guet, c'est génial, c'est un super arc du Disque Monde, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, vous avez une quarantaine de romans et de nouvelles pour vous faire plaisir dans cet univers de Pratchett. Mais c'est ça qui est assez incroyable aussi, on le voit là, du coup Gaiman qui commence à avoir un peu plus de ses récits adaptés en série. Pratchett pour l'instant c'est encore assez compliqué, j'ai l'impression. Il y a eu des films, mais qui n'ont pas non plus fait trop l'unanimité jusqu'à présent. Ouais. Pourtant l'univers est incroyable, hyper généreux, il y a énormément de personnages et d'arcs qu'on peut un petit peu isoler, et aucune grande chaîne, aucune grande plateforme ne se l'approprie. Moi j'aimerais voir Apple TV par exemple s'approprier du Pratchett et en faire quelque chose de super bien produit, ça serait incroyable. Alors il y a, je crois que c'est je sais plus quelle chaîne de la BBC qui avait fait donc plusieurs versions téléfilms de la 8e couleur. Enfin, il y avait eu les premiers. Rincevent, autour de Rincevent. Voilà. Et puis il y avait eu aussi tout l'arc, enfin une partie du premier arc autour de Moist von Lipwig, donc la partie Going Postal timbrée en français, avec la redécouverte de la Poste version Pratchett, qui est, je pense moi, un de mes arcs préférés autour de Moist von Lipwig. Donc voilà, il y avait des choses assez sympas qui avaient été faites, mais ça coûte très cher à adapter. Puisque justement c'est un univers extrêmement riche avec beaucoup de choses à mettre en scène. Il y a eu aussi des tentatives, mentionnons l'adaptation de The Amazing Maurice
L'incroyable Maurice, je sais plus la traduction en français, et ses rongeurs. Il y a une adaptation en film d'animation qui a été faite l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'avantage aussi du film d'animation, c'est que ça coûte en fait un peu moins cher à produire que de la prise de vue réelle. Donc voilà, une série d'animation sur Pratchett, on prendrait aussi. Voilà, avis à tous les créateurs. On suivra et on sera fan. Donc on est déjà là. Donc faites-vous plaisir. Exactement, effectivement. Bon, petite parenthèse sur Pratchett, mais il le vaut bien et on pense beaucoup encore à son départ et à tout ce qu'il a laissé comme héritage culturel derrière lui. Encore une fois, lisez du Pratchett, c'est trop bien. On le dira jamais assez. Exactement. Merci à tous et à toutes de votre écoute. C'est la fin de cette watchlist. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast. On est présent un peu partout et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. On le dit à chaque fois et ça fait un petit peu routine, mais c'est vraiment la meilleure manière de nous soutenir actuellement puisque ça permet au podcast d'être mieux référencé sur ces plateformes et d'être mieux proposé à d'autres personnes qui écouteraient des contenus similaires aux nôtres. Donc n'hésitez pas. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Justine. Salut, à bientôt. Bonus. Trax.